Bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 174. Bonjour. Et aujourd'hui, Marie et moi, nous allons parler de pas mal de sujets vachement intéressants. Comme toujours. Donc, j'espère. si vous avez écouté le précédent Gaïcast, vous avez vu que nous avions une nouvelle formule, donc nous allons nous tenir à cette formule. Oui. Je trouve que ça fonctionne bien. Oui, plutôt. Alors aujourd'hui, on va parler de news, bien entendu, mais aussi du portrait de la semaine, qui est donc sur David Whittaker, le premier script éditeur de la série. Et on va aussi parler de sujet de la semaine, qui est donc pas Time of the Rani, comme je le disais dans le précédent Gaïcast, qui se trouve être le premier épisode de la saison de Sébastien McCoy, mais plutôt de Vengeance on Varos, qui est donc l'histoire qui se situe après Attack of the Cybermen. Voilà, on va commencer par les news. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Il y a à la fois pas mal de choses et en fait il n'y a pas grand chose. En 2 semaines, si, il y a quand même eu pas mal de choses, mais on va résumer à disons ce que je considère le plus intéressant. D'accord. Parce qu'il y a quand même plein de trucs, mais. Un peu au safe, quoi. Ouais, c'est pas encore la folie. En fait, il y en a un qui est tombé pile poil aujourd'hui, mais on en parlera un peu après. Mais on va commencer par le Doctor Who Red Nose Day qui a eu lieu vendredi dernier. Et où il y a eu du Doctor Who dedans. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu la déception quand on voit ce que certains programmes ont eu le droit. Oui, parce que j'avoue que Ghost a eu un épisode de Kylie Minogue, quoi. Oui, moi j'adore cette série Ghost. Si vous ne connaissez pas, allez voir cette série Ghost. Elle est super marrante. C'est des gens qui héritent d'un manoir. Oui. L'héritier, en fait, tombe par la fenêtre et du jour au lendemain, voit les fantômes qui habitent ce manoir. Oui, mais c'est pas horrifique ou épouvant. Ah, non, pas du tout. C'est de l'humour, en fait. Non, ils sont même très chiants, en fait. Ouais. Mais je pense, je sais pas si on l'a déjà sorti, mais on a fait un BFP complet sur Ghost. Ah oui, normalement, Donc, on l'a déjà sorti, oui. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller l'écouter et aller regarder la série, parce que c'est une très très chouette série. Ouais, il y a 4 saisons et je crois qu'il y en a une 5e en préparation qui est en cours. Oui, tout à fait. Donc, c'est une série qui va pas s'arrêter. Mais donc, apparemment, le Red Nose Day a plus ou moins commencé. Parce que moi, j'étais pas là, on ne l'a pas regardé. On aurait pu le regarder, on ne l'a pas regardé. Non, on n'a pas eu l'occasion. Mais il a plus ou moins commencé sur Lenny Henry, qui se régénère dans sa loge. Oui. David Tennant. Évidemment. Est-ce que 99% des docteurs se régénèrent en David Tennant, j'ai l'impression? Oui, parce qu'on a eu donc. Vas-y, balance. On a eu Christopher Eccleston. On a eu. David Tennant qui s'est régénéré en David Tennant. Oui, on a eu Jodie Whittaker qui s'est régénéré en David Tennant. Oui. Mais on a eu aussi Lenny Henry qui vient juste de se régénérer en David Tennant. On a le présentateur qui d'ailleurs apparaît dans le Red Nose Day, dont j'ai oublié, le Graham Norton. Oui, Graham Norton. Qui se régénère en David Tennant pour l'émission où David Tennant apparaît. Et on a eu aussi Tony Blair qui s'est régénéré en David Tennant. Ok. Donc maintenant, il y a beaucoup de timelines où David Tennant apparaît. Maintenant. C'est devenu une blague, je pense. Oui, je pense. Oui. C'était assez drôle quand même. Et du coup, ça a été l'occasion pour nous d'aller revoir quelques anciens Red Nose Day très sympathiques, notamment. Je vous conseille très fortement celui avec Catherine Tate et Daniel Craig. Donc, Monsieur est très le James Bond, si pas actuel, le tout dernier en date. Oui, c'est le dernier en date, c'est plus l'actuel. Ouais, il n'y en a pas encore d'annoncé. Ouais, mais il va être annoncé. Pour l'instant, c'est toujours les James Bond, quoi. Oui. Et aussi un qui était... et la compilation de David Tennant qui essaye de vendre des voitures. Ah oui, ça c'est génial. En fait, vous pouvez aller voir ça. Je crois que c'est parce que tu pouvais la gagner en appelant ou quelque chose comme ça. C'est ça, en fait, t'envoyais un SMS, ouais. mais ce cas, c'était un SMS de 10 livres. Ouais, c'est ça. Mais tu pouvais gagner une voiture. Ouais. Et le truc, c'est que la manière dont il parle de cette voiture, c'est... il te la vend, mais bien. Il te la vend, mais il va te foutre une claque si tu n'essayes pas de la gagner. Oui, c'est ça. C'est ça. Ces 2 vidéos étaient excellentes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après Alors, on a la sortie du Doctor Magazine Special numéro 63.
Donc il est dédié uniquement aux showrunners et il y a énormément d'interviews avec Sheena... Buckton Wansing. Voilà, cette personne. Shirley Cooklin, Janet Fielding, Julie Garner, Fraser Hines, Waris Hussein. Donc finalement, je t'ai demandé tantôt, il est encore en vie ou pas? Il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Vous vous rendez compte que ce gars a fait partie de l'équipe qui a créé Doctor Who. Il est né en 38. Il est toujours en vie, quoi. Ouais. Extraordinaire. Matthew Jacobs, Louise Jameson, John Leeson, Katy Manning et Marcus Wilson. Et en fait, le Doctor Magazine va apparemment vraiment revenir en profondeur sur chaque showrunner. Donc j'imagine qu'ils vont parler à la fois producteur et script éditeur, parce que showrunner, pour la série classique, je vois pas trop à quoi... Bah oui, mais à mon avis, c'est un mot moderne pour un concept qui finalement était plus séparé avant, quoi. Script éditeur... en fait, j'ai toujours un script éditeur. Oui, mais alors... il change... Ouais. Il change parfois entre plusieurs histoires. Donc, à mon avis, c'est un script éditeur, mais par bloc de production. Ouais. Et il n'a pas tout à fait le même poste. Et je pense qu'ils entendent showrunner dans le sens producteur. Ouais, ok. Ouais. Parce que bon, quand on me dit showrunner ici classique, moi je pense surtout à Jonathan Turner, tu vois. Bah oui, mais il était producteur. Ouais, il était producteur, mais il avait vraiment ce côté très showrunner, quoi. Enfin bon, bref. Donc pas mal d'interviews, ça va être très intéressant. J'espère qu'on pourra le choper. Oui, on devrait l'avoir, mais pas tout de suite. Un petit passage convention. Je n'arrive pas à trouver le mot. Convention dans quelques semaines, la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, date où sort ce Gaycast. Le dimanche 25 mars. Voilà, il va y avoir au London Film Fair une petite convention... il va y avoir à Londres une petite convention qui s'appelle le London Film Fair. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'en fait, c'est le genre de petite convention où vous pouvez voir des acteurs Doctor Who, plus ou moins connus, mais facile d'accès. Bah oui, la dernière fois on a attendu 10 minutes et on a vu Tom Baker, quoi. Voilà. Sur un coup de bol. Donc cette fois-ci nous avons... c'est pas des acteurs super connus. Enfin, si, ils le sont. Cette fois-ci non. Ils le sont, mais c'est pas forcément super connu pour nous, francophones. Je pense que c'est au mois de juin, il y a des gens beaucoup plus connus. Ah bah oui, au mois de juin, nous avons... je vais y revenir parce que la liste est longue, quand même, d'invités, mais il y a Catherine Schell, quand même, au mois de juin. Ouais. Catherine Schell, qui a joué dans City of Death. Oui, et dans Cosmos 1999. Exactement. Et James Bond, je pense. Et James Bond, oui. Nous avons Richard Wilson qui apparaît dans le double épisode avec l'enfant au masque à gaz. Oui. Il est aussi dans Merlin. Saison 1. Oui, il est aussi dans Merlin. Oui, donc ça c'est au mois de mars. Et aussi dans Only One I Know. C'est vrai? Oui, c'est le médecin. Ah, mais oui, c'est vrai. On en parlera plus tard. Nous avons aussi, je vais y arriver, Michael Cochrane qui a joué dans Doctor Who et je ne sais plus lequel, je crois. Ah oui, si, c'est Ghostlight. Il a joué dans Ghostlight. Il joue l'espèce de chasseur basé sur Alan Quatermain, en fait. Ok, mais tu sais que j'ai Oui, voilà, j'ai cette histoire, disons que je l'ai regardée, mais c'est pas imprimé dans mon cerveau. Ah non, mais ça, c'est tout le monde. Ghostlight, tu la regardes, tu comprends pas ce que tu regardes, quoi. Oui. Tu vois des choses se passer... Je me souviens des décors. Tu vois des choses se passer devant tes yeux, mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Je me souviens du décor, mais pas de reste. Et nous avons aussi... il y a vraiment une liste. Chris Jury, qui est donc... je crois que c'est... Il n'est pas dans The Greatest Show of the Galaxy. Exactement, c'est celui-là. C'est The Greatest Show in the Galaxy. Et nous avons aussi, qui est dans la même histoire, Daniel Peacock, qui joue aussi dans Only Fools and Horses et Quadrophenia de Who. Oui. Et mon téléphone se tourne dans le mauvais sens. Et nous avons Petra Markman. Alors attendez, tenez-vous bien, asseyez-vous bien chez vous quand vous écoutez ça. Petra Markman a joué dans Doctor Who, dans The Crusade. Ah ouais. Ouais, tu retrouveras pas énormément d'actrices qui ont joué dans The Crusade, quoi. En tout cas, des actrices qui restent en... Ouais, Vicky est toujours en vie. Ouais. Peter Puff est toujours en vie. Oui, et puis Yann aussi. Enfin, William Russell. Mais il n'y a pas Peter Puff. William Russell est encore en vie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit Peter. Il est encore en vie, Peter Puff? Oui. William Russell est encore en vie, donc Yann. Oui. Et aussi celui qui joue le roi, justement, c'est John Cover. Ah, il est encore en vie aussi. Il est encore en vie. Il a fait une convention il n'y a pas longtemps. Ah, donc ils ont quand même bien tenu le coup. Il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont en vie, mais voilà. Pour vous dire à quel point les acteurs qui se pointent à London Film Fair, c'est quand même parfois vraiment
Waouh. Voilà. C'est pas Colin Baker, mais Colin Baker, je l'ai déjà vu passer dans cette convention. Oui, ben en fait, ils finissent tous par y passer, mais jamais en même temps, parce que c'est plusieurs fois par an, quoi. Et rien que pour vous donner envie, mais pour l'édition, et De honnêtement c'est un peu septembre? tôt, mais l'édition de septembre, il y a quand même Gary Russell qui sera là. Alors je sais pas si c'est le même Gary Russell que Doctor Who, mais si c'est le cas, Je vois pas qui c'est. c'est un gars qui... Ok. Alors, Il y a plein d'acteurs, il y a des James Bond qui ont joué dans Moonraker qui vont jouer, Catherine Shell. Il y a notamment aussi Caroline Munro qui est très connue pour ses rôles dans L'espion qui m'aimait, dans James Bond et aussi Dracula. Dracula 73 exactement, et dans beaucoup de films. Dans Star Crash, voilà. Si vous voulez un nanar avec Caroline Munro, c'est Star Crash. d'accord. Voilà, on va passer à la news Et suivante. sinon, nous, on va voir Christopher Stroley. Ah oui, on va voir Christopher Stroley qui a joué dans Only One I Love et Waffles, Oui, voilà. entre autres. Mais qui n'a pas joué dans Doctor Who. Ça serait chouette si on pouvait avoir une On va- petite je- interview ouais. pour le BFP, pas pour le Gallicast. Du coup. Je lui poserai la question, pourquoi vous n'avez pas joué dans Doctor Who? Parce que j'étais sur ITV. Voilà. Non, c'est pas vrai parce qu'il a joué notamment dans plusieurs adaptations de Shakespeare pour C'est là la qu'il nous dit qu'il BBC. n'aime pas Doctor Who. La déception. La déception. C'est news suivante. Alors, news suivante. On vous parlait de Dark Season la dernière fois. Ouais. On revient avec ça. Ouais. Parce qu'on a eu des news sur les nouveaux audios de Big Finish. Bon, on a la couverture, le résumé et les titres des audios. Voilà, donc pour les couvertures, ça, on vous invite à aller voir sur le site. Le titre des audios me semble très intéressant parce que le premier s'appellera Spring, et c'est Tim Foley qui l'aura écrit. Summer, ça c'est Chris Chapman. Autumn, bref, et de James Goss. Et Winter de Russell T. Davies. Donc nous avons enfin une explication pourquoi ça s'appelle Dark Season, parce que absolument nulle part dans la série, ça on avait complètement oublié de le dire. Ouais, c'est vrai. Absolument nulle part dans la série, on a une explication là-dessus. Bref, et un petit résumé donc de ce Dark Season Legacy Rising. Tu le traduis en direct. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, ça se passe vraiment dans le temps présent, pas à l'époque. Hein. Pour aussi loin que que l'on puisse s'en souvenir, il y a des histoires à propos de l'école de Bishop Grave. Des secrets terribles ont été enterrés sous ses fondations. Crions à être libérés. Voilà, merci, crions à être libérés. Certains enfants parlent de fantômes, d'autres d'étranges bruits, mais personne ne les a jamais crus. Désolée, je fais vraiment la traduction en direct. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, Et ceux qui osent. Et qui osent, toujours en parler des événements d'il y a 30 ans. C'est chuchotement. Oui, je sais. Il chuchote à propos de la conspiration et des ordinateurs. Ça, faut vraiment avoir écouté. C'est le premier épisode. Voilà, en fait. c'est le premier épisode. De fascistes et de scientifiques. Et d'un homme mystérieux appelé Eldritch qui souhaitait mettre fin au monde. Voilà, Ouais. c'est ça. Taylor Sullivan connaît ces histoires mieux que tous les autres. Sa mère les a traversées. Du coup, Taylor, ce serait qui? Ce serait qui sa mère, tu crois? Je sais pas, c'est peut-être le fils de la prof. Le fils de la prof ou le fils de... Parce que je crois que c'est Miss Sullivan, la prof. Ah, c'est possible. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais même cela ne l'a pas préparé à ce qui arrive. Une nouvelle année apporte des nouveaux dangers. Et est-ce que Taylor et ses amis vont découvrir les secrets de Bishop's Grave avant que le passé les découvre eux. Ouais. Voilà. Je suis désolée pour la traduction qui était un peu laborieuse. J'étais à côté, je vous suis sûr qu'elle a fait ça en direct, elle l'avait lu juste une fois, donc c'est vraiment bien que tu aies pu traduire comme ça. Ouais, bon. C'est pas facile. Ça donne envie. Oui, parce que déjà il y a le côté printemps-été automne-hiver, donc je suis très contente d'avoir une légère explication. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de l'acheter. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu envie d'acheter vraiment un coffret Big Finish, mais là j'avoue que s'il y a un coffret sympa. Il est en précommande et il sort en mai 2023. Ouais,
Ça aurait été bien s'il avait été déjà sorti quand on allait à Londres, mais bon, bref. Bah, de toute façon, on n'aurait pas pu l'acheter. Oh, tu sais, parfois... Non, les Big Finish sont de plus en plus rares. Ah bon? Ouais, parce que maintenant, c'est des éditions limitées. Ah bah, on le commandera alors. Oui. Il va se perdre dans le néant. Il n'arrivera jamais. J'ai jamais eu de bol avec Big Finish. C'est ça, en fait. Honnêtement, c'est la seule chose qui m'empêche d'en commander, c'est que j'ai jamais eu de bol. Si, la seule commande que j'ai faite qui s'est vraiment super bien passée, c'est le coffret 50 ans. Oui, tu l'as vu sans problème. Comment c'était une version, c'était pas la rare, elle était pas rare, hein, c'était la édition limitée. Ouais. Mais là, j'ai eu aucun problème, elle est arrivée toute seule. Mais je n'ai eu que des ennuis à commander chez Big Finish. À part cette fois-là. Il y a des fois, j'avais envoyé un coffret à quelqu'un. Big Finish s'était planté, avait mis mon nom, son adresse. Ça n'est jamais arrivé nulle part. C'était franchement n'importe quoi. Non, ils sont bizarres. Mais c'est normal, c'est une petite entreprise. Ils ont parfois un peu du mal à gérer leur succès. Oui. On va finir ces news sur quelques petites annonces un peu en vrac, je vais dire. Alors, on vous dit ce week-end, mais elle va tomber lundi, date où le Gaycast va sortir. Donc, puisque le Twitter de la BBC a annoncé... On devrait faire des live Twitch, en fait. Oui, on devrait. Surtout que Dr. Watt enregistre ce podcast comme ça, sur Twitch. Bah, pourquoi pas, en fait. On verra. Donc, l'annonce se fait lundi, à midi, j'imagine, pour quelque chose qui va amener la fin du temps. On ne sait pas ce que c'est plus, il y a eu juste une petite vidéo d'une horloge. C'est tout, et la bonne question... Enfin, je pense que la théorie de la plupart des gens, c'est... On va passer probablement pour le spin-off. Voilà, c'est ça. Qui a déjà été annoncé, qui a déjà fuité. Quelle est notre position sur les spoilers ? J'aurais dû t'en demander. Alors, on va pas parler trop on va pas trop... Mais si ça a été révélé par la BBC, on peut en parler. D'accord, ok. Oui, donc pas les leaks, mais les annonces officielles de la BBC, ça on en parle. Il y a beaucoup de rumeurs, et a priori, la rumeur, à mon avis, c'est ça qui va être annoncé lundi. Je pense c'est possible que je me trompe, parce que si ça se trouve, ils vont annoncer quelque chose de complètement différent. On vient juste pas de dire qu'on parlait pas des leaks. Pour l'instant, j'ai pas dit ce que c'était. Ok. Donc, et puis, c'est les journaux qui l'ont leaké. Donc, si c'est bien un leak, c'est un leak. Ok. Mais... le truc, c'est que qu'est-ce que tu verrais comme spin-off, toi ? Autre que le leak. Autre que le leak. T'as pas d'idée ? Si, moi j'ai une idée, mais c'est une idée un peu à la con. C'est Yaz, Dan et le vieux dans... Comment il s'appelle dans... Ah oui, dans la saison... Ouais, dans Flux, qui font le tour du monde. Ça s'appelle le tour du monde en 80 jours. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? C'est difficile comme question. Moi, je vois pas trop. En fait, j'ai du mal à vraiment imaginer des spin-offs. Autre que le leak. Mais même le leak, je vois... Enfin, là, on va pas en parler de quoi il s'agit, mais même là, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont apporter là-dessus. Surtout que... J'ai pas un amour profond pour ce personnage, donc ça n'aide pas. Non, mais l'autre chose, en fait, c'est que j'ai pas envie que ça ressemble à ce que Disney Plus vraiment nous produit, et qui est vraiment très en dents de scie, parce que il y en a certains, c'est vachement bien, mais il y en a d'autres, tu te dis, mais j'ai perdu ma vie à regarder ça, en fait. Non, il y a une série hyper bien dérivée chez Disney Plus, les autres sont... entre le très mauvais et le correct quand même. Oui, c'est ça. Mais il y en a une très très bonne et les autres sont pas... En fait, tout ce que j'espère, c'est que s'il y a un spin-off, il faut qu'il ait vraiment quelque chose à raconter. De la même manière que Torchwood et Sarah Jane avaient quelque chose à raconter. Et pas simplement quelque chose qui est là pour faire du remplissage entre deux saisons de Doctor Who, quoi. Mm-hmm. Parce que Sarah Jane et Torchwood étaient un peu déjà considérés par les fans comme ça au départ. Hein. C'était vraiment un peu considéré. Entre deux saisons, il y a ça à regarder, quoi. Honnêtement, moi, Sarah Jane, j'aimais bien. J'ai pas tout vu de Sarah Jane parce que c'était pas mon public. Enfin, je suis pas c'est pas le public. Je n'étais pas de partie du public visé. Non. Et Torchwood, j'avoue que la saison 2, il y a 3 épisodes que j'avais pas regardé parce que ça m'avait un peu gonflé. Mais que j'ai vu depuis. Et j'ai toujours pas regardé la saison 4 en entier, j'y arrive pas. Désolé. Au niveau des spin-offs, il y a plein de possibilités, mais j'ai un peu peur en fait que ça tombe un peu dans le fan service. En fait. C'est juste ça.
Je préfère à la rigueur qu'ils fassent comme Torchwood et qu'ils fassent vraiment quelque chose de neuf, plutôt que de juste le prendre un Ou élément comme de la série classe. classique. Ou comme classe, en fait. Classe, c'était vachement bien. C'était Ouais. vachement bien. À la, Moi, à la avec regret, en fait, Classe, c'était bien. C'était bizarre. c'est vrai qu'on a déjà fait notre mea culpa, mais au cas Ouais. où le vol n'aurait pas entendu, classe, c'était bien meilleur que ce qu'on imaginait. En fait, c'était bizarre par certains aspects. Ouais. Il y avait quelque chose. J'aurais préféré que la série fasse pas partie de Doctor Who. Oui. Je trouve que c'est ça. En fait, ça lui, pour elle, c'était un boulet. Mhm. Parce que c'était obligatoirement la comparaison. Mhm. Et ça semblait un peu rajouter. Enfin, il y a même des références à Doctor Who finalement que dans le premier épisode et Ouais. dans les derniers. Ouais, sinon, c'était un peu hors propos. Bref. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait. Et toi, tu verrais quoi comme autre spin-off? Ace qui dégomme des Daleks. Oui. Ah, j'avoue que. Un concours de baseball. Ouais. Non, mais j'aimerais bien être surpris, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Disons que si c'est le leak, c'est ouais, ok, mais j'aurais pas un énorme saut au cœur en mode oh, trop Ah, génial. en fait, j'ai trop hâte. s'il y a une bande-annonce qui sort lundi, Ouais. si c'est pas juste une annonce du genre oui, c'est confirmé, ça donnera peut-être une autre vision. Parce que, Voilà. comme toujours, c'est difficile Ouais. de juger sur quelque chose qui n'existe pas. Mais dans l'immédiat, même si le leak, ouais, bah, ok, allez-y, hein, on verra ce que ça donnera. Quoi. Tentez. Oui, voilà. Autre news un peu en vrac, dernièrement, on a redécouvert en fait un documentaire. Alors, je vais essayer de retrouver le nom. Je l'avais, mais Twitter est chiant pour ça. C'est qu'il arrête pas de faire sauter les timelines, hein, comme je sais pas pourquoi. Parce que le patron de Twitter est un con. Exactement, c'est pour ça. Et en fait, on sait maintenant que des séquences de ce documentaire ont été utilisées pour l'histoire The Mythmakers de saison 3. Ah, et quel documentaire du coup? C'est un documentaire qui s'appelle Adventure On, Travelers to Kurdistan. Donc les voyageurs au Kurdistan, vraisemblablement, ou les voyageurs du Kurdistan. Vers le Kurdistan. Oui, vers le Kurdistan, oui, ce sera. On ne sait pas exactement quels plans ont été utilisés. Parce qu'on n'a pas de télesnaps. On n'a pas de télesnaps pour The Mythmakers, donc on n'a pas d'image. Pourquoi? Parce que, alors, on pourrait dire, c'est parce que on les a perdus, tout ça. Non, on les a vraiment pas. Parce que la BBC les commandait à l'époque. Oui, là, il les a pas achetés. Là, il les a pas commandés parce que le producteur c'était John Weiss. Et John Weiss, vraisemblablement, c'était un con. Oui, il n'aimait pas beaucoup John Cura. Et ben, Non. c'était un con globalement. Il Euh, n'aimait pas beaucoup Doctor Who de base. Bah, non c'est le plus, gars, quoi. enfin, il a fait partie des deux personnes qui ont voulu virer William Hartnell Ah oui. et qui ont viré Anneka Wells. Oh. Non, pas Anneka. Pourquoi chaque fois ils ont viré l'actrice qui joue Vicky Oui. du jour au lendemain en revenant de ses vacances. Oh, la pauvre. Ah, c'est vrai. Et William Hartnell n'a pas été viré parce que maintenant on le sait, hein, c'est quasiment confirmé. Hein. En fait, pendant The Celestial Toymaker, John Wiles et le script editor, je crois, je sais plus quel était son nom, Aussi, ne s'entendaient pas du tout avec William Hartnell, et principalement à cause de la manière dont il se trompait dans ses lignes de dialogue, parce Ouais. qu'à ce moment-là, William Hartnell était déjà malade, et donc il avait de plus en plus de mal à jouer. Et ils ont voulu le virer pendant The Celestial Toymaker. Ils ont profité d'une semaine de vacances pour tenter de le virer, et en profiter pour pas renouveler son contrat. Manque de bol, il avait déjà re-signé son contrat. Ah, ah, ah. C'est le script editor qui est parti finalement après The Celestial Toymaker. D'accord. Mais disons que la saison 3, en fait, si on n'a pas grand chose, bah, c'est en partie à cause de John Weiss, puisque c'est lui qui n'a pas commandé ET Snaps. Et vraisemblablement, aucun de notre acteur ne le faisait. Oui. En tout cas, à notre connaissance. Tous ceux qui le font. Parce que c'était souvent le réalisateur qui commandait ET Snaps Oui. pour avoir des traces pour eux. Et tous les réalisateurs ne le faisaient pas systématiquement, Mhm. parce que ça coûtait cher. Ah bah oui. Et John Weiss trouvait que c'était des frais inutiles pour la production. Mhm. En fait, il faisait partie de ces personnes de la BBC qui voyaient les télésnaps comme un moyen de voler la BBC. Ouais. Donc c'était... Et puis même qui n'avait pas spécialement qui ne voyaient pas l'intérêt. voyait pas même intérêt à l'archive, quoi. Mais bon. Non, pas du tout.
Et ben voilà, c'est fini pour ces news et on va passer au portrait de la semaine. Alors cette semaine, tu vas nous parler de David Whittaker. Exactement. Alors ce nom vous dit quelque chose et non, il n'a aucun lien a priori avec Jodie Whittaker, puisque son nom s'écrit avec 2 T à Jodie. Ok, et lui, pas il a un seul. Et un T, voilà. Non, il a été le premier, en fait, script editor de la série, donc on va retourner en 1963 directement. C'est un scénariste, producteur, écrivain, il a fait beaucoup de choses dans la série. Et dernièrement, avec la sortie du coffret de la série en Blu-ray, de la saison 2 exactement, il y a eu un gros documentaire en fait, parce qu'il y a un auteur qui est en train de faire beaucoup de recherches sur David Whittaker, parce que en fait on sait à la fois pas mal de choses, mais pas grand chose. Ça fait partie de ces personnages où on pense qu'on connaît tout, comme Peter Brachacki par exemple. C'était le designer du TARDIS. D'accord, pour la première histoire. Peter Brachacki c'était le premier designer, et en fait il a fait le pilote, il est tombé malade. Il n'a pas pu faire le reste de l'histoire alors qu'il était parti pour faire les 4 épisodes. Ah oui. Et donc c'est Barry Newberry qui a pris sa relève. Et c'est pareil, c'était un personnage, on n'avait même pas sa photo en fait. Oui. C'est con à dire, il y avait, sur internet pendant toute une période, il n'y avait même pas une photo de Peter Brachacki, quoi. David Whittaker, c'est pareil, figure-toi qu'il est mort trop tôt, ce qui fait qu'on n'a pas de vidéo de lui d'interview. Ah ouais. Il a fait très peu d'interviews, il en a fait quelques-unes, mais globalement il en a fait peu. On a pas mal d'informations parce que sur la fin de sa vie, il a tenu une correspondance avec des fans. Ça, c'est chouette. Ce qui est même triste, c'est qu'en fait, il est mort pendant qu'il tenait une correspondance avec un peu d'espoir quand même. Il n'était pas non plus complètement aigri ou quoi. C'était quand même quelqu'un qui voulait continuer à écrire, mais il est décédé en fait. Oui. Et disons qu'on a tendance à mal évaluer l'importance qu'il a eu pour Doctor Who, surtout en termes d'écriture. Vu qu'il a été l'un des premiers à superviser un peu la série, il a posé sans doute énormément de bases. Oui, effectivement, pourquoi je bug là-dessus. Il a écrit en fait pas mal de scénarios, rien que pour vous dire sur quoi il est. Parce qu'en fait, il a travaillé en tant que script editor que de 1963 à 1964, c'est-à-dire de An Unearthly Child, saison 1, jusqu'à The Dalek Invasion of Earth, qui est saison 2, mais c'est le début de la saison 2 en fait. Oui. C'est vraiment le tout début, parce qu'il y avait juste eu Planet of Giants. En fait, il est parti à peu près au moment où Susan est partie. D'accord. Bah oui. La première saison, quand vous regardez maintenant la première saison, pour certains aspects, parce que il y avait pas mal de choses qui sont établies maintenant et qui ne l'étaient pas en fait à cette époque-là. Oui, c'est normal, il y a des choses qui sont venues s'ajouter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il y a des choses assez marrantes, je crois que c'est dans The Daleks en fait, où le docteur dit carrément qu'il est l'un des membres fondateurs de sa société, enfin de son peuple. Il faudrait que je le revoie pour ça, mais apparemment il balance cette ligne de dialogue dans une histoire totalement random. Bien des années plus tard, les scénaristes en feront tout un plat. Oui. Mais pourquoi est-il parti? Mais en tout cas, il a été un des piliers, en fait, grosso modo, de la série. Mais en tant que scénariste, il a notamment écrit The Edge of Destruction, donc qui est un épisode bouche-trou de la première saison, qui est pourtant très intéressant, 2 épisodes simplement, écrits très très rapidement, parce qu'il y avait un trou qui s'était formé à cause du retard de production de Marco Polo. La rapidité se ressent, mais c'est une histoire que j'aime bien et qui est intéressante quand même pour le développement des personnages. Ah, c'est incroyable, c'est lui qui fait le développement des personnages en fait. Oui, parce que sans cet épisode... En fait, beaucoup de gens la déconsidèrent, mais sans cet épisode-là, il y a énormément d'interactions qu'on n'aurait pas eu entre les personnages et ça serait resté juste 4 personnages avançant ensemble et pas interagissant entre eux. Exactement. Comme on a eu grâce à The Edge of Destruction. On va revenir d'ailleurs sur The Edge of Destruction, mais il a écrit aussi The Rescue, qui est la première histoire de Vicky. Qui fait partie des meilleures histoires. Que j'aime beaucoup. Le duo The Rescue, The Romance est super. Est super. On a The Crusade, oui. Qui est pour beaucoup la vision qu'avait David Whittaker de Doctor Who, en particulier sur les histoires historiques. Oui. On a aussi The Power of the Dalek, que je n'ai toujours pas vu parce que malheureusement c'est
Un épisode perdu. C'est un épisode perdu, et surtout que en fait, la version qu'on a, c'est une version qui a été réécrite par Denis Spooner. Donc c'est assez difficile d'évaluer en fait ce qu'aurait donné. Je sais qu'il existe un script de Power of the Dalek qui monte un peu plus et qui a des différences. Mais pas tant que ça en fait, et c'est difficile même à savoir lequel a écrit quoi. Il a écrit aussi The Evil of the Dalek, The Enemy of the World, qui est quand même un excellent épisode, mais réécrit encore une fois par Barry Letts et Derek Sherwin. Donc c'est aussi difficile de savoir toujours... Parce que le problème, c'est qu'avec ces histoires de ces périodes-là, c'est qu'on n'a pas systématiquement le script d'origine qui a survécu. Oui, et puis même tout le process... Oui, il se perd un peu. Voilà, c'est ça. Et même notamment dans le cas de la période Hartnell, il y avait quand même un gap entre le script et ce qui a réellement été filmé. Ouais, j'en parlerai un tout petit peu d'ailleurs pour ça, pour le petit détail, pour comprendre pourquoi c'est si difficile parfois. Il a écrit aussi The Will in Space, basé sur une histoire de Kit Pedler, donc il n'a pas non plus écrit de zéro. Et The Ambassador of Death. The Ambassador of Death. C'est Pertwee, ça. C'est non, Troughton. Oui, Pertwee, c'est ce que je raconte. Oui, c'est Pertwee. Ouais. C'est saison 7, Ouais. deuxième histoire, 7 épisodes. C'est écrit par Terrence Dicks, enfin réécrit par Terrence Dicks, Trevor Ray et Malcolm Hulk. Donc il y a 3 personnes qui sont repassées sur le scénario. À mon avis, pour rallonger. Oui, parce que dans mes souvenirs, il y avait énormément... C'est une histoire que j'aime bien, mais qui avait énormément de longueur, comme souvent avec Pertwee, malheureusement. En tout cas, les épisodes en 7 parties sont souvent... Je trouve très rallongés, très artificiellement. Alors que, en général, niveau scénario, j'aime beaucoup Pertwee. Mais il y a des longueurs. On va pas se mentir. C'est pas la meilleure. Voilà, c'est ça. Elle aurait gagné peut-être avec 2 épisodes en moins. Ouais, clairement, celle-là, c'est celle qui patine le plus pour moi. Ouais. C'est celle qui patine le plus. Et donc, pour revenir à The Edge of Destruction, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marco Polo a pris du retard. Alors, je sais pas exactement si c'est dans le scénario, dans l'écriture du scénario, ou bien dans la production. Parce qu'en fait, là, il faut savoir que les 4 premières histoires, donc An Unearthly Child, The Daleks, Edge of Destruction et Marco Polo, c'est ce qui aurait pu n'y avoir que de la série. En fait, la série a failli s'arrêter à Marco Polo. Ok. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, la production, enfin la BBC n'était pas encore certain que ça allait bien se passer, parce que déjà le pilote avait un peu merdé au niveau du tournage, donc ils avaient retourné le pilote, ce qui était extrêmement rare, donc le premier épisode, et les retards de Marco Polo ont fait que la BBC était en train de dire vous foutez de ma gueule, notre gueule, ça nous coûte de l'argent, au bout d'un moment il faudrait peut-être arrêter les frais. Ouais. Ils ont quand même réussi à continuer, mais donc... probablement parce qu'il y a eu un très bon retour, je suppose. J'arrive pas encore à savoir, il faut que je creuse encore plus. Oui, parce qu'il y a pas, j'ai pas accès à tous les papiers. Ouais. J'aimerais bien avoir accès à la BBC. On se doute que c'est pas parce que la reine a dit que c'était bien. Hein, Non, c'est pas cette fois-ci. Mais en fait, j'ai remarqué un truc en creusant, notamment pour Gallifrance, pour creuser tout ce qui est ordre de production. Il y a beaucoup de livres qui reprennent sans arrêt les mêmes éléments, les mêmes informations. Mais il y a des fois, en fait, où il y a un blanc pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, le retard de production de Marco Polo est dit dans pas mal de livres. Voilà, mais pourquoi on ne sait pas. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi on ne sait pas apparemment, ce serait à cause du scénario qui prenait beaucoup de temps, en fait. Et pas de problème de décision. Et en plus, c'est une histoire qui a disparu. Et donc, à cause de ça, il y a eu 2 semaines qui se sont libérées. Et il a fallu écrire une histoire en 4e vitesse. David Whittaker l'a écrit très rapidement. Et en fait, on est passé du concept de Doctor Who l'origine, c'est-à-dire qu'on a 2 professeurs, une élève et un scientifique un peu fou qui semble un peu déluré, qui, dans les 2 premières histoires, est presque le méchant. Honnêtement, quand tu vois An Unearthly Child et The Dalek, même s'il est... il n'a pas grand-chose de sympathique, en tout cas. Il n'est pas assez sympathique. Hein. Dans The Dalek, il trafique le TARDIS, en fait, pour forcer tout le monde à aller visiter la ville. Et puis, c'est dans An Unearthly Child, c'est limite il tue pas... l'homme des cavernes avec un caillou. Ouais, c'est ça, il est prêt à le tuer.
Et nous avons The Edge of Destruction qui commence à créer un renversement au niveau des personnages. Parce que dans le premier épisode, on a donc le docteur qui a pris un coup sur la tête, il s'est cogné contre la console, tout le monde s'est à peu près évanoui, mais le docteur et Susan, ils sont complètement hors de leur pompe. Oui, Grosso modo dans cette histoire, surtout dans le premier épisode. Et surtout que le docteur est très agressif avec Yann et Barbara. Voilà. Ouais. Il les menace de les éjecter du TARDIS, il pense que c'est eux qui ont trafiqué le TARDIS, alors qu'il n'y a aucun moyen. Et dans le deuxième épisode, je trouve qu'il y a une bascule qui se fait sur le personnage du docteur. Notamment, en fait, un monologue que Hartnell a fait d'un coup. Ouais. Qui est vraiment excellent. G.G. William, quoi. Ouais, qui est super. Où, justement, le docteur s'excuse auprès de Barbara. Oui. Il le fait à la fin de l'histoire. Il s'excuse de les avoir maltraités comme ça, parce que autant Yann, ça va, il arrive à le prendre. Ouais. Mais Susan, Barbara, prend très mal, en fait, la manière dont il les a traités, parce que quand même, c'est lui qui les kidnappe, et après il veut les expulser, quoi. Ouais. Après qu'ils aient failli se faire tuer dans la forêt, plus par les Daleks. Vraiment, c'est vrai que quand tu regardes les 3 histoires à la suite, tu te dis, bon, c'est normal que Barbara, on est un peu bien marre, quoi. Et il y a vraiment un changement dans un apaisement entre les personnages, et surtout un changement dans la dynamique des personnages. Parce que c'est plus Yann et Barbara qui sont là à essayer de revenir à leur époque et à affronter le docteur pour le forcer à revenir à leur époque, et de l'autre côté Susan et le docteur qui sont les personnes qui semblent être un peu plus en contrôle de la situation. Non, là, il y a une alchimie qui se fait entre les 4 personnages. La figure du docteur commence un peu à mieux se former. Ouais, c'est ça. Disons que le docteur tel qu'on le connaît naît plus ou moins là. Souvent, il y en a qui disent la saison 2. Et en revoyant la première saison, en particulier The Edge of Destruction et Marco Polo, en fait, le docteur que l'on connaît actuellement commençait déjà à se former à ce moment-là. Oui. Et plus exactement dans The Edge of Destruction. Parce que dans The Dalek, c'est pas encore le docteur qu'on connaît. C'est pas loin, c'est encore le concept, mais c'est pas encore le Hartnell qu'on va voir après. Parce que dans Marco Polo, par exemple, le docteur, ça commence à devenir un vrai maniaque. Hein. Mais dans le bon sens du terme. Le roi des trolls. Ah oui, c'est le roi du troll. Il y a cette ligne de dialogue géniale où Yann est en train de dire à Marco que mais non, il peut pas être inconnu, que tu ne peux pas réparer forcément, et le docteur qui répond. C'est sauvage. Oui, c'est sauvage. Mais donc... Et c'est dans laquelle histoire où il dit je suis contente que vous n'entendiez plus les bruits dans votre tête. C'est dans The Rescue, justement. Oui. Où t'as Barbara qui dit mais la console elle bouge plus, tout ça, et puis t'as le docteur le bruit s'est arrêté. Voilà, je suis content pour vous. Du genre, c'est bien que vous allez mieux. Non, c'est pas comme ça. et donc, d'ailleurs, si vous réécoutez, enfin, soit la version audio de Marco Polo, vous apercevrez que, contrairement aux précédentes histoires qui se terminaient sur un cliffhanger qui emmenait sur les histoires d'après, Marco Polo se coupe net. On ne sait pas ce qui arrive au personnage. Ça se finit sur Marco Polo qui se dit qu'est-ce qui va leur arriver. J'imagine qu'ils sont dans l'espace ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, Marco Polo, c'est vraiment, la série aurait pu s'arrêter. Ça a été conçu pour être une fin en soi. Voilà, ça a été conçu pour être une fin en soi. Et donc, et Doctor Who serait resté une série obscure de 4 histoires. De 4 histoires, qui n'aurait même pas probablement pas survécu. Non, ouais, c'est triste. Hein. Ouais, c'est triste. Et donc, David Whittaker a donc vraiment façonné cette première saison grâce à lui. En fait, script editor, c'est lui. Parce que Verity Lambert a fait beaucoup de choses, mais au niveau production, c'est elle qui a fait que la série s'est lancée, c'est elle qui était derrière. Mais David Whittaker, c'est lui qui chapeautait les scénarios. Oui. Donc c'est lui qui a donné une atmosphère. Une atmosphère et une impulsion. Et une impulsion. Et la saison 1 a une atmosphère beaucoup plus historique, par exemple. Il y a beaucoup plus d'histoires historiques qu'il y aura par la suite. Oui. Et je crois me souvenir que c'était quelque chose que David Whittaker voulait mettre en avant. Parce qu'il y a The Crusade. The Crusade, qui est à moitié disparu. Il n'y a que 2 épisodes qui existent sur les 4, malheureusement. Mais quand vous regardez The Crusade, ça fait partie de ces histoires historiques qui arrivent très rarement, en fait, dans l'histoire de Doctor Who. Parce que par la suite, en fait, ils vont éviter ce piège-là. Parce que c'est un peu un piège pour les scénaristes. Parce que The Crusade, ça raconte un événement historique qui a vraiment eu lieu. Oui.
C'est la troisième croisade, je crois. Oui, je pense c'est celle avec Soliman. Oui. Et donc, en fait nos personnages se retrouvent plongés et mêlés dans cet élément historique, Mhm. sans mention extraterrestre, Oui. comme ce sera souvent le cas par la suite, sans élément perturbateur réellement. Oui, parce qu'ils peuvent pas changer l'histoire. Ils Donc, peuvent pas changer l'histoire, donc en fait, ils sont statiques dans cette ils histoire. sont là pour observer ce qui se passe. Voilà. Et ça devient, en fait, The Crusade devient plus une histoire éducative Oui. qu'une histoire de fiction. Voilà, ce que d'autres histoires historiques évitent. Par exemple, je pense à The Aztec, où il y a effectivement quand même tout un scénario autour de j'aimerais les faire changer parce que selon ma vision à moi, ce n'est pas positif. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est un parti pris quand même assez moderne, je trouve, que la série prend pour The Aztec, c'est de dire, non, c'est leur culture. Vas-y, calme-toi, quoi. Oui, effectivement. Mais sauf que je pense qu'à cette époque-là, c'était pas raconté Non. vu de la même façon, en fait. C'était juste pour montrer à Barbara, non, tu peux rien changer. Oui, tu peux pas changer l'histoire. Voilà, ouais. c'est ça. Et The Crusade, en fait, fait la même chose, dans ce qui fait qu'on on est vraiment spectateur comme le docteur et ses compagnons, Oui. en fait. Puisque le docteur fait quasiment rien dans cette histoire. Oui. Parce que Vicky et le docteur sont dans la cour du roi Arthur. Et c'est... non, pas Arthur, du roi... C'est Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, Voilà. voilà, je cherchais. Oui, pas Arthur. Je sais pas pourquoi je pensais à Arthur. Et donc, c'est Yann et Barbara, et surtout Yann, qui sont les hommes de... les actifs. Les actifs, sachant qu'en plus, l'histoire, en fait, ils font rien, quoi, grosso modo. Non. Et surtout, ça montre en fait ce que David Whittaker imaginait pour les histoires historiques de Doctor Who, qui changera par la suite. Ouais, voilà, heureusement que ça a quand même changé, parce que c'est pas le meilleur du... Après, c'est pas que The Crusade soit mauvais. Au contraire, il est une mauvaise histoire du tout. C'est juste que ça n'a pas... Ça manque de dynamique, on va dire. C'est difficile de juger sur une histoire en plus qui est à moitié perdue. Oui. Parce que pendant longtemps, on n'avait qu'un épisode, maintenant on en a deux au moins, on a l'épisode 1 et l'épisode 3. Mm-hmm. Et l'action se passe principalement dans l'épisode 4. Oui. C'est bête. Hein. Et en fait, j'avoue que c'est un regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas plus d'épisodes historiques, 100% historiques, aussi bien dans la série classique, parce qu'ils disparaissent quasiment après Trocton. Oui. Je pense que le dernier, avant Black Orchid, c'est Highlander, je crois. Oui, c'est ça. C'est donc, à partir... Donc, c'est quand même que le deuxième épisode de Trocton, enfin, la deuxième histoire de Trocton, qui est la dernière histoire vraiment 100% historique avant Black Orchid. Puis, t'as Black Orchid. Puis... Quasiment plus rien. Rien, techniquement rien, sauf si on considère vaguement Rosa. Mais Rosa l'est. Rosa l'est parce que y a le gars qui débarque, c'est pas vraiment un alien, c'est juste un voyageur du temps qui s'est échappé. Oui, et justement, c'est là que tous les scénaristes, en fait, après The Crusade, c'est quelque chose que les scénaristes essaieront de faire. C'est-à-dire, ils plongeront les personnages dans un événement historique, mais pas forcément avec les personnages historiques de cette époque-là. Oui. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le passé, mais avec des personnages fictifs. Oui, par exemple, si on réfléchit notamment à... comment... Celui avec The Night of Terror. Oh, je sais plus lequel c'est d'ailleurs ça. Celui avec la terreur. Ah oui, The Reign of Terror. Reign of Terror, pardon, pas Night of Terror. D'accord. J'ai confondu avec la veille de la Saint-Barthélemy. Oui. Bref. The Massacre. Oh, The Massacre. Si... Parce que finalement, ils croisent pas grand monde de très connu, ou alors vraiment en coup de vent. Et à la fin, ils croisent Napoléon. Oui, ils croisent Napoléon, je pense qu'ils croisent Robespierre aussi. Oui, il y a Robespierre. Mais pas très longtemps, et c'est juste en passant, c'est pas fondamental. À l'histoire, non. Non. Mais ils vivent leur aventure dans le contexte particulier, donc c'est le contexte Révolution-Terreur, mais c'est pas comment... Ils font pas partie. Ils font pas partie de l'histoire. Voilà, de l'histoire en elle-même. Il y a encore The Roman qui est un peu quand même au cœur de l'histoire. Après The Romance, c'est plus facile de faire un élément parce que c'est comme The Aztec.
c'est des périodes de l'histoire en fait où on a beaucoup d'informations, mais en même temps on ne sait pas vraiment comment ces périodes-là se Ouais. passent. C'est pas que c'est que des hypothèses, mais c'est difficile des écrits de déterminer ce qui était réel de ce qui était alambiqué, enfin ce qui était Oui. parce qu'il y avait la vision de ceux qui écrivaient aussi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est difficile en fait parfois de savoir. Bah, et puis bon, c'est plus marrant de voir Néron qui s'extasie devant une harpe qui n'existe pas Que le vrai Néron. que le vrai Néron qui n'avait plus assez de torches apparemment, donc il s'est dit tiens, pour éclairer mes banquets, je vais... Ouais, c'est ça le problème. Parfois l'historique. Chrétien ou autre. Hein. Taker n'a pas fait que ça pour la série, puisqu'il a écrit aussi. Je sais plus si c'est les trois, mais en tout cas, il a écrit deux des premières novélisations. Pas les Targets, celles qu'il y a eu avant les Targets. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire, on a eu Doctor Who in an Exciting Adventure with the Daleks. Et je crois qu'il a écrit aussi la version de The Crusade, qui est sortie à ce moment-là. C'est les premiers qui ont été réédités depuis en Oui, version parce que moderne. je me souviens de la couverture de The Crusade. Je l'ai un jour eu l'occasion de l'acheter en occasion. Et tu ne l'as pas fait. Ouais, mais c'était sur Internet. Et à ce Oui. moment-là, j'achetais moi sur Internet. Oui, ça arrive. Mais je l'ai vu en vente un jour. Ouais. Et donc, c'était une chouette couverture. Enfin bon, bref. Attends, C'était pas, justement, dans mes souvenirs, c'était pas une édition poche. C'était vraiment une édition hardcover, assez grand format quand même, quoi. Après, je sais pas à quoi ressemblent les deux autres. Et en fait, la partie, là, c'est la partie un peu qu'on connaissait. Et en fait, il y a dernièrement, justement, cet auteur dont j'ai oublié le nom, qui a creusé un peu, parce que, en fait, durant les années 60 et jusqu'aux années 80, en fait, David Whittaker a fait un peu profil bas et il a quasiment jamais participé à la série. Et on se demandait un peu pourquoi. Parce que la plupart des gens se disaient que c'était peut-être parce qu'il n'était pas intéressé. Et en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il a été, vers la fin des années 60, entre 66 et 68, il a fait partie de la guilde des scénaristes de Grande-Bretagne. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que à cette période-là, en Russie, c'est peut-être un peu d'actualité, en Russie, en fait, il y a eu une espèce de censure de certains auteurs. Et la guilde a décidé, notamment lui, d'en faire mention en allant en fait à une espèce de convention en Russie en fait. Donc il a d'une certaine manière pris la défense des auteurs qui se sont fait censurer en Russie. Ok. Et vraisemblablement, c'est ce qu'il l'a blacklisté auprès de la BBC. Parce Oui. qu'en revenant de ça, à la BBC, ils n'ont jamais voulu lui donner du boulot. Et en fait, cet auteur qui écrit sa biographie actuellement, qui n'est pas encore publié parce qu'il en découvre quasiment tous les jours. À la dernière convention à la Gallifrey One, il a été en contact avec une personne qui lui a donné une invitation pour un événement Doctor Who à la BBC dans les années 70. Où vraisemblablement tout le monde pensait qu'il n'y était pas, mais il avait bien reçu cette invitation et apparemment ce serait possible qu'il y était quand même. D'accord. C'est juste qu'on n'a pas de photo. Et donc en fait, il a découvert des courriers qui montrent bien en fait que dans les années 60, après, jusque dans les années 70 même, il a essayé d'écrire pour la BBC autre chose que du Doctor Who, même pour revenir, mais certaines personnes l'ont ghosté grosso modo. Ok, ouais. Ce qui est triste. Ouais, c'est triste, ouais. Ce qui est triste. Et il est parti, je crois, en Nouvelle-Australie. Alors j'ai un doute si c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. J'ai un gros doute. En tout cas, il était parti à l'étranger. Et vers la fin de sa vie, il est revenu en Angleterre. Parce qu'il avait entre-temps, en plus, changé de femme. Il avait quitté. En fait, il s'était un peu séparé et il vivait avec une autre femme à ce moment-là quand elle est partie d'Australie. Parce il était avec quelqu'un d'assez populaire et elle voulait revenir faire sa carrière en Angleterre. Ok. Et lui, vraisemblablement, il avait probablement déjà une affaire avec l'autre à ce moment-là, et donc il est resté. Et il a finalement avoué qu'il voulait plus continuer sa vie avec elle. Et vers la fin des années 80, en fait, il est revenu en Angleterre, mais il a découvert aussi qu'il était atteint d'un cancer. Parce que c'était un grand fumeur. Et il a suivi un traitement, hein, donc il est pas non plus, il était pas non plus, il essayait de se soigner quoi. Et il est mort en 1980 malheureusement, alors qu'il tenait il avait été des fans anglais en fait l'avaient contacté
Et donc il tenait une correspondance dans les années 80 avec ses fans anglais. Donc on a aussi des courriers de cette période-là. Il avait commencé à écrire une novélisation de The Evil of the Dalek et il est mort en fait sans avoir pu terminer sa novélisation. D'accord. Donc je vous renvoie vraiment vers ce documentaire qui est dans le coffret Blu-ray de la saison 2, qui est très intéressant. Et au futur ouvrage qui va sortir, qui à mon avis sera très intéressant, parce que la révélation sur la Russie en fait est très intéressante. Ouais, parce que c'est pas impossible que d'autres auteurs aient été aussi blacklistés s'il n'avait pas été tout seul. C'est fort possible, et, puis, on le sait parce qu'il y a du courrier, quoi. Et ça correspond un peu aux périodes des grandes grèves aussi, parce qu'il y a eu toute une période dans les années fin des années 60 où il y a eu des grèves. Il y a eu les grèves à cause de l'arrivée de la couleur à la BBC. Oui, c'est ça, les grèves de 69, c'est ça. Il y a eu ITV aussi qui a été en grève à cause de la couleur, qui a eu beaucoup plus d'impact que la BBC, parce que la BBC, ça a été résolu assez rapidement. Et oui, parce que la BBC, ils ont tendance à un peu casser les grèves. Hein. On l'a encore vu très récemment avec même casser toute opposition possible. On l'a vu récemment avec le présentateur sportif. Ouais, et encore, je n'ai pas tout suivi pour ça, mais oui. Ça a été tellement énorme que même la RTBF en a parlé. Je ne sais pas si en France on en a beaucoup parlé, mais ce qui s'est passé, c'est que, j'ai oublié son nom, un présentateur de football notamment, mais genre le présentateur le plus connu qui fait tous les matchs de football du dimanche, toutes les semaines, l'un des plus populaires de la BBC, a fait un tweet en réaction à la politique actuelle d'immigration anglaise, qui effectivement est particulièrement néfaste. Oui, voilà, affreuse, j'allais dire affreuse, mais oui, néfaste est un très bon mot pour ça. Et il a bien dit ce qu'il en pensait, c'est-à-dire tout le mal possible. Et la BBC... Donc, les conservateurs ont dit à la BBC, calmez un peu le vodka, là, ça va pas cette histoire. La BBC l'a mis à pied. Et ça a provoqué un tollé pas possible, vraiment un gros scandale, aussi bien dans le public que chez ses collègues, et notamment... et aussi différentes personnalités. C'est tellement énorme. J'ai vu Rupert Graves en parler sur Twitter. J'ai vu Stephen Fry n'est plus sur Twitter, mais je l'ai vu en parler sur Mastodon. Ouais. Ah, il est sur Mastodon. Oui, mais non, il est sur Mastodon. Oui, il a quitté Twitter fin de l'année passée parce que Elon Musk le saoule. Ah oui, il a raison. On parle quand même d'un des plus grands tweetos historiques. Hein. Oui, c'est vrai. Il est sur Twitter depuis le début de Twitter. Pendant un temps, je pense que c'était le gars le plus suivi de tout Twitter. Bon, plus maintenant, hein. Mais au début de Twitter, c'était le mec le plus suivi de tout Twitter. Mais il s'est barré. Il a carrément clôturé son compte. Hein. Donc c'est... Bon. Ouais. Enfin, en tout cas... du coup, je parle de 15 scandales différents. Non, mais t'as eu raison. Et donc, en fait, c'est assez... j'ai hâte de voir cette biographie parce que ça montre... En fait, plus tu creuses dans Doctor Who, plus tu t'aperçois que la BBC, parfois, mais c'est une grande... Quand tu regardes l'histoire des épisodes perdus, par exemple, il y a plein d'anecdotes sur comment la BBC... Enfin, BBC Enterprise, donc la branche privée de la BBC, ceux qui faisaient que la vente... traitait Doctor Who, et tu te dis oui, mais donc c'est pour ça en fait qu'on a plein d'épisodes perdus, c'est parce qu'ils en avaient vraiment rien à foutre. Voilà, et même l'attitude globale de BBC parfois avec ses acteurs, avec ses producteurs, avec ses employés. Voilà, c'est ça. Il y a plein de scandales en fait fait, on va devoir tourner la question à Christopher Strode comme ça. Pourquoi n'avez-vous pas... Est-ce que c'est parce que c'est des connards que vous n'avez pas travaillé pour la BBC? On verra. Pas beaucoup en tout cas. On verra. En tout cas, je pense que ce sera très intéressant parce que ce documentaire était déjà très intéressant. Et j'ai hâte de le lire. Voilà, on va passer au sujet de la semaine. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors, pour notre sujet cette semaine, nous entrons dans une dystopie avec des limaces. Tu t'y attendais pas à celle-là. Avec une limace. Avec une limace, oui. Donc, l'épisode dont nous allons parler, c'est Vengeance on Varos, un épisode du 6e Docteur qui a été diffusé en 2 parties en 1985, plus précisément les 19 et 26 janvier 1985. Ça fait partie de ces épisodes sur ce format de 45 minutes
qui était encore relativement récent à l'époque. Bon, on a fait Attack on Cybermen dernièrement. C'était la première histoire. C'était la première histoire, voilà, c'est ça. Toute la saison 22 est en 45 minutes. Oui. On voit très bien qu'au début, ils n'avaient pas vraiment la maîtrise de ce mais même à la fin. Même à la fin. Même à la fin, honnêtement. Je crois que... Autant pour certaines séries d'époque, c'était une très bonne idée. Je pense par exemple à Thunderbirds, par exemple, qui gagne vraiment en 45 minutes. Ah, ouais, même c'est plus vieux, mais bon. Autant franchement sur Doctor Who, série classique, 45 minutes, c'est chaud. Je crois que c'est ce qui tue la saison 22. Ouais, c'est chaud, c'est pas très... Enfin, honnêtement, là, ça aurait vraiment gagné d'être en 3 ou 4 épisodes plus courts. Ouais. Mais on va d'abord résumer un peu cette histoire. Oui. Alors, l'histoire, c'est le docteur continue à engueuler Perry. C'est bien le 6e docteur, hein. Voilà. Donc ça ne change pas. En fait, il essaye toujours de réparer le TARDIS. Réparer avec de grandes guillemets, parce qu'il arrive à bloquer le TARDIS entre le temps et l'espace pour l'éternité, et semble complètement... désespéré. Non, même pas désespéré. Résigné à crever, quoi. Résigné à crever. Pauvre Perry qui arrive à trouver le manuel de fonctionnement d'un TARDIS type 40. Franchement, bravo Perry, quoi. Parce que c'est tellement le bordel dans le TARDIS. J'admire. Et en fait, grosso modo, pour résoudre le problème, il faut un minerai un peu spécial qui est le Zeton 7, ou Zeton 7. Ouais, on va dire Zeton 7, ok. Du Zeton 7, avec un Z, qui est produit que sur une seule planète. Varos, je suppose. Je vérifie quand même. Oui, c'est Varos. Oui. Oh, bravo. Sauf que cette planète est un peu spéciale parce qu'elle est oppressée, en fait, par un autre peuple qui est donc une compagnie minière qui s'appelle la Galatron. Et c'est même pas un peuple, c'est vraiment une société. Oui, c'est une société. C'est une association marchande qui... voilà. Qui ne cesse, en fait, de réduire, et c'est ça que je ne comprends pas dans l'histoire, le prix d'achat. En fait, si tu réfléchis bien, c'est la société qui donc fait vivre cette planète, qui réduit le prix d'achat pour les faire plier pour... J'avoue que en fait, plus j'ai réfléchi, plus c'est un peu bizarre. Mais c'est une logique vu qu'ils ont le monopole, ils peuvent imposer eux-mêmes le prix. Ouais. Donc en fait, ils essayent d'aller arriver juste crève trop la dalle pour travailler. Mais ils essayent d'arriver juste avant ce point pour maximiser les profits. Tout en endormissant un peu le peuple d'une certaine manière dont on va parler. Voilà, surtout que la particularité, c'est que ce peuple est donc accro à la télé-réalité. Puisque tous les gens qui défient la loi sont torturés en direct à la télé. Ouais. Grosso modo, la télé tourne en permanence chez les gens. Oui, et surtout, ils n'ont pas le choix vraiment de les allumer ou pas. Et chaque décision par le gouverneur est soumise au peuple. Si le peuple est d'accord avec ses décisions ou content de ses actes, tout se passe bien. Si par contre ils sont pas contents, le gouverneur se fait torturer, et le gouverneur a souvent changé avant celui qu'on voit dans cette histoire. Voilà. Le gouverneur est globalement un fantoche qui est mis pour être entre le marteau et l'enclume. C'est ça. Entre le peuple et la compagnie minière, finalement. C'est un peu le scapegoat, comment on appelle ça Un homme de paille. Ouais, non, j'aurais plutôt... bouc émissaire. Un bouc émissaire, ouais. Et donc on a aussi face dans cette compagnie minière le représentant qui est donc Seal, une espèce de limace qui vit sur son aquarium, et non pas dans son aquarium, et qui est profondément répugnante, désolé. Ça n'a rien à voir avec l'acteur, parce que l'acteur est super sympa. Oui, on a vu un programme très intéressant. On n'a pas déjà parlé de Seal avant, ou alors c'est... Non, en fait, c'est qu'on n'a pas diffusé le Gaïcast où on en a parlé. C'est ça, c'est ça. On va en parler un peu plus en détail, en fait. Et donc, voilà, c'est une histoire qui parle un peu de tout, de politique, et de prix, de personnes qui se crèvent, de télé-réalité, de torture, de violence, d'ultra-violence en Angleterre. Et je trouve que c'est un melting pot qui devient presque imbuvable. Oui, parce qu'en fait, on va dire qu'on te balance le truc, mais que t'as pas spécialement d'explication ou de retour. Comme là par exemple, tu me demandais, ouais, en fait, ça, j'ai pas compris. Oui, parce qu'en fait, c'est pas clair. C'est pas clair, non. C'est pas clair. C'est rushé à mort. Enfin,
C'est à la fois rushé à mort et très plat. Non, en fait, c'est surtout très plat, je trouve. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de concepts différents, mais qui te sont... ils t'exposent pas à la figure, quoi. Ils te sont juste posés gentiment avec une feuille devant toi, quoi. Avant de parler Enfin, pas gentiment, mais bon. un peu avant de parler de ce qu'on en a pensé, en fait, il y a le scénariste, c'est Philippe Martin. Et vraisemblablement, la première version du scénario, en tout cas le scénario qui a été accepté et sur lequel le tournage est basé, était tourné un peu plus comique que horreur, violence. Et en fait, c'est au montage que toute la partie comique s'est retrouvée en fait effacée. Mais ça se voit parce qu'il y a des moments avec une sorte de comique, mais malvenu, tu Oui, vois. ça paraît très bizarre. C'est ce qui rend... Surtout parfois, dans le deuxième épisode. Oui, ce qui rend parfois Colin Baker encore pire que... Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, le 6e Docteur. Et résultat, ce mélange très bizarre de tons, je trouve vraiment parfois l'histoire encore plus imbuvable. Et pour moi, un gros problème. Et parce que c'est même pas cynique, parce que si c'était... Parce que ça fait pas volontaire, en fait. Oui, c'est ça. On dirait que c'est pas fait exprès et que du coup, les blagues sortent vraiment de nulle part. Ah oui, totalement. Et c'est malvenu, c'est vraiment malvenu. Et pour moi, un gros problème, mais après, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que le format 45 minutes fait que les épisodes sont interminables. Oui. Surtout pour celui-là. Oui. Parce qu'autant dans Attack of the Cybermen, ça allait. Et Mark of the Rani, ça va aussi. Oui, c'est Mark of the Rani, c'est à ce moment-là que c'est celui que je trouve le plus. Ouais, parce que même The Two Doctors, parfois, est un peu chiant. On n'a toujours pas fini. Ouais, faut qu'on le finisse. Comme celui avec la Rani, c'est le plus équilibré sous ce format. Ouais. Voilà. Mais dis-moi ce que tu en as pensé, globalement. Même si on a déjà un peu dit ce qu'on en pense. C'est interminable. Interminable, le docteur est toujours aussi chiant. Déjà, j'adore Colin Baker, mais là, franchement, il me sort des yeux. Mais t'as pas vu les scènes coupées. Là, Et honnêtement, je comprends les gens qui arrivent au 6e Docteur et se mettent à le détester instantanément. Parce que, en fait, moi, c'est bizarre, hein, mais j'ai découvert le 6e Docteur par les audios. Parce qu'à l'époque où j'avais pas encore vraiment regardé les épisodes du 6e Docteur quand j'étais un peu plus jeune, mais j'ai direct plongé dans les audios parce que c'est celui qui était le plus compréhensible. Du coup, je me suis beaucoup attachée au Docteur des audios. Oui. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'essaye de regarder le 6e Docteur de la série, il est casse-pied. Ah, mais surtout particulièrement là, en fait. Et ça s'arrange avec le temps, mais au début, qu'est-ce qu'il est casse-pied. Il y a une scène coupée qui s'est inclue dans la première partie, parce qu'en plus, le docteur arrive très tardivement sur cette planète, dans le premier épisode. Ouais, t'as une très longue introduction. Il y a une très très longue introduction, puisque le docteur et Perry sont bloqués donc, dans le TARDIS, dans l'espace et le temps. Oui, donc ils sont très chiants dans ces scènes-là, d'ailleurs. Et il y a une scène coupée. Alors, en fait, dans l'épisode diffusé, Perry, c'est vraiment la victime. Oui. Mais quand tu vois la scène coupée qui rallonge tout un dialogue qui montre d'ailleurs que le docteur, enfin apparemment le TARDIS se serait matérialisé en pyramide dans une histoire qui n'a pas été filmée et qu'on n'a pas vue. Vraisemblablement, tu as vraiment l'impression de voir un couple qui est en train de s'engueuler avant le divorce. Ouais, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout, vraiment, je veux dire, honnêtement, les dialogues qu'ils ont écrits pour le doc, pourquoi ils ont écrit Colin Baker comme ça? Je ne comprends pas. Tu peux pas aimer ce personnage. Oui, c'est ça. Un compagnon en conflit avec le docteur, ça ne peut pas marcher. Bah si, ça peut marcher. Ça peut marcher en très peu de temps et puis ça doit se résoudre. Oui. Mais là, autant d'épisodes où Perry et le docteur sont en conflit parce que ça dure longtemps. Oui. Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. On l'a vu, on en parlait tout à l'heure avec Yann, Barbara et le premier docteur. Ouais. Heureusement que Edge of Destruction arrive parce que ça pouvait pas tenir plus longtemps. Oui, parce que dans Marco Polo, on voit déjà qu'il y a une alchimie entre les quatre. Oui, oui, tout à fait. Et je suis en train de réfléchir à un conflit entre... Non, après, ça a quasiment jamais été fait. Ça a quasiment jamais été fait et ça marche jamais. Allez, une petite méfiance du début, mais ça marche 5 minutes, mais après, voilà. Tu peux pas faire une histoire entière là-dessus. Ça amène à rien, en fait. Et là, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Là, c'est trop long. Et honnêtement, je trouve... J'avais déjà vu l'autre histoire avec Seal, qui est donc celle qu'il y a dans la saison 23, Tree of Time Lord, qui est Mind Warp,
qui a été aussi écrit par Philippe Martin. Ok, je l'ai vu aussi, mais j'en ai pas un souvenir suffisamment. Je veux dire, dans la saison Trial of Timer, je me souviens des parties trial. Je me souviens de... C'est là, dans celle-là où on voit les plantes un peu suggestives. Non. Non, ok, bon, bah alors je m'en souviens pas. C'est dans celui-là où on voit Perry avec le crâne rasé? J'ai un doute, je crois que oui. Ouais, ok. Je me souviens surtout du crâne rasé de Perry. Ouais, ça doit être ça. Mais enfin voilà, Seal, c'est un personnage qui est sympa, mais je peux pas dire que moi j'en sois particulièrement fan. J'aime beaucoup l'acteur, je trouve que l'acteur est vraiment très sympa, surtout quand on sait que le gars il s'est battu en fait pour les acteurs handicapés. Mhm. Il a fait son propre groupe en fait. Ouais, il une a sorte aidé, de syndicat. voilà, il ouais, a très aidé bien. à les défendre, à les inclure. Et surtout en fait, inclusif, tout handicap Tout confondu handicap, en ouais. fait. Hein. Ouais. Donc c'était vraiment en mode convergence, non très très bien. Il y avait un extrait justement sur le Blu-ray, je crois. Bah, c'était un Un documentaire en fait documentaire. spécialement pour les personnes handicapées. Non, en fait c'est un programme d'actualité pour Ouais. les personnes sourdes, Ouais. entre autres. Qui est toujours diffusé d'ailleurs. C'est un programme qui existe toujours. Ouais. Ça fait partie des programmes historiques de la BBC dont j'ai malheureusement oublié le nom. Vision On, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je vais pas le trouver. Et du coup, il y a une très longue interview du gars qui joue Seal. Et on entend déjà beaucoup d'arguments qui ont toujours lieu dans les mouvements antivalidistes et tout ça. Ouais. Et ces arguments sont toujours là. Et c'est des problèmes qui n'ont toujours pas été résolus. Mais c'est des choses qui sont demandées par les militants handi depuis très longtemps. Et c'est déjà ce discours qu'il donne. Ouais, en c'est fait. clair. Et franchement, c'est vraiment à écouter. Parce qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Et ouais, c'est vraiment... Vraiment, j'admire. J'admire le gars. J'aime pas trop son personnage, mais j'admire le gars, franchement. Mais en soi... je dis j'aime pas le personnage, mais c'est parce que le personnage est détestable, mais il le fait très bien. C'est clair. Et il joue vraiment ça. C'est vrai, il est à fond dans le truc. Ah oui, il est à fond. J'aime beaucoup son petit jeu de langue. Oui. il a tourné dans un... Son jeu de langue est meilleur que celui de Tennant dans Barty Croupton Jr., je trouve. Oui. Oui, Oui, parce ça, que... oui. Oui, clairement. On va pas essayer de l'imiter parce que c'est Non. salace. C'est horrible. Mais le personnage de Seal a joué dans un fan film récemment qui est sorti en DVD. C'est vrai? Ouais. Enfin, récemment, il y a une dizaine d'années peut-être maintenant, parce que c'était avant Covid. Moi, je me souviens surtout d'une cassette audio où il y avait une chanson dédiée à Seal dessus. Ah oui. Oui, oui, oui. On va parler un peu du scénariste qui est donc Philippe Martin, qui était pas un premier venu, parce qu'il avait déjà eu du succès à la BBC, en fait, avec une série qui s'appelle Gangster, qui, tiens-toi bien, c'est une bande de criminels, ça suit une bande de criminels de la ville de Birmingham, multiculturelle, et qui parle du racisme. Wow. Et apparemment, elle est plutôt pas mal, elle existe en DVD, donc on va essayer de la trouver. Ok. Après, Ajouté à la liste. ouais, donc L'immense à liste. une longue liste. Donc Vengeance on Navarro, c'est sa première distribution à Doctor Who. Il a écrit aussi ce qui aurait dû être dans la saison 23 originale, donc c'est celle qui a été annulée parce qu'il y a eu un hiatus de 18 mois Mhm. et qu'après il y a eu Trial of Time Lord. Et donc il avait écrit Mission to Magnus, qui a été adapté chez Big Finish. Et pour la saison 23 qui est finalement sortie, voilà. Seal est revenu à Seal est revenu. Et d'ailleurs, Seal était dans Mission to Magnus. Donc, Ah, quoi oui. qu'il arrive, il y a Seal. Voilà, c'est son personnage, il a décidé qu'il Ouais. serait partout. Et ben pourquoi pas, écoute. Malheureusement, Philippe Martin est mort en 2020, alors Ah. qu'il travaillait sur une pièce de théâtre qui mettait en avant Seal. Ah, ben. Il s'est dit, le gars, il a eu son éclair de génie. Mais oui, parce que en fait, le personnage était super populaire, même à l'école, à l'époque. Hein. Ouais. C'est vraiment le. Ah, mais oui, mais il a été très apprécié. Et honnêtement, je peux voir pourquoi. Parce que tu vois ça, tu te dis, oh. Tu vois, Ça, c'est clair. Et donc, Jonathan Turner l'a félicité pour le succès du personnage. Oh. Voilà. Donc, on a aussi, parmi les acteurs, on a Colin Baker, Perry, bien sûr, enfin, j'ai oublié son nom. Je vais regarder rapidement. On a Nicolas Bryant. Le gouverneur est joué par Martin Jarvis, mais... Ah, c'est un bon personnage d'ailleurs. ouais, Honnêtement, moi, j'aime bien le un personnage à sauver de l'histoire, ce serait lui, je trouve. mais Avec Seal. le plus marrant, c'est le personnage de Yondar,
qui est joué par Jason Connery. Ah oui. Et Jason Connery, c'est le fils de Sean Connery. Voilà. Il ressemble pas beaucoup à son père. Il est tout blond. Oui. Ouais, c'est vrai que Sean Connery était plutôt brun. Ouais. Il est tout blond, il fait très beau gosse quand même. Hein. C'est le beau gosse du coin. Oui, c'est ça. Et il a pas, enfin, je l'ai pas trouvé follement transcendant niveau acting. Non, son personnage n'est pas extra. Il a fait quelque chose d'autre de sa vie? Oui, il a travaillé beaucoup à la télé. Honnêtement, il a travaillé beaucoup à la télé et aux jeux vidéo aussi. Il a fait beaucoup de voix pour les jeux vidéo. Ah, cool. Ouais, donc j'ai regardé sa carrière. Ça va, il a une carrière honorable. Pas celle de son père, parce qu'il n'a pas eu de rôle. Il n'a pas joué James Bond, quoi. Non, bien sûr. Mais en tout cas, il a rien. Il n'a pas à rougir, quoi. Là, c'est super alors. Ouais, oui, non, honnêtement, ouais. Mais en fait, cette histoire, parce qu'on parle d'ultra-violence, il faut savoir qu'à cette époque-là, Margaret Thatcher avait dit à la télé qu'elle était pour la peine de mort. Ah, tranquille la vie, quoi. Tranquille la vie. Est-ce que la peine de mort était toujours appliquée en Angleterre ou pas? J'ai un gros doute. C'est possible. Ça c'est la colle, ça. Hein, c'est pas impossible, mais c'est. Je vais aller. Comme en France, c'était quelque chose qui devenait de plus en plus rare, à mon avis. Oui, c'est vrai que sur la fin, en France, aussi bien en France qu'en Belgique, quand on a aboli la peine de mort, ça faisait un petit temps que ça avait plus été le cas, quoi. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose qu'on faisait quasiment plus déjà. À mon avis, il n'y en avait pas. Je crois que je sais plus de quand date le dernier guillotiné en France, mais il est assez récent. Je crois. Je sais pas si c'est pas 50 ou 60. Alors ça a été en 69, ça a été aboli en 69, mais il n'y avait plus personne depuis 64. Ouais, mais donc Margaret Thatcher à cette époque-là, donc dans les années 80, disait ah non mais je suis pour la peine de mort en fait. 73 pour l'Irlande du Nord d'ailleurs. 64. Ah mais attends, je me demande, il n'y a pas un acteur si, il y a un acteur qui a assisté à la toute dernière exécution. Tu sais, il a joué aussi dans Les Anneaux, allez. Ah oui, le mec Christopher cool, Lee. Christopher Lee. Christopher Lee. Voilà, et il a fait des albums de métal, il a chassé du nazi, il a fait tout. Voilà, c'est Christopher Lee, quoi. Et donc, c'est marrant parce que cette histoire, en fait, dans les années 80, l'Angleterre était un peu à la chasse à l'ultra-violence. Pendant que ta première ministre te dit « Ah mais non, je suis pour tuer les gens. » Tranquille la vie. Et donc, en fait, c'est l'époque des vidéo nasties. Alors, vidéo nasties, vous en avez déjà probablement entendu parler. Mais en fait, c'est le titre donné, enfin le surnom donné aux différents procès qu'il y a eu pour les VHS de films vraiment trop violents. Parce qu'en fait, à cette époque-là, le BBFC, qui était donc l'institut qui validait les films au cinéma, qui leur donnait leur certificat, soit tout public, soit X. Ça serait quoi l'équivalent en France? C'est pas le CSA, mais... Non, CSA, c'est pour la télé. Il y a un autre organisme, c'est ceux qui font... Enfin bref, c'est un peu un organisme de censure, d'une certaine manière. D'accord. Parce que c'est ce qu'ils font. Même s'ils le font plus de la même façon maintenant. Et donc à cette époque-là, en fait, ils n'avaient pas de contrôle sur le marché vidéo qui était tout récent dans les années 80. Il n'y avait pas de contrôle en fait sur les VHS à cette époque-là. Oui, ils contrôlaient ce qui passe au cinéma, pas spécialement ce qui Ils n'avaient aucun droit sur... Ouais. Et tout un tas d'éditeurs en ont profité pour sortir des films très ultra-violents. Dont certains vous ne connaîtrez probablement pas, mais il y a Face of Death, qui est très connu pour avoir fait... mélanger des histoires, des images réelles de violence avec des images tournées façon film en fait. Ce qui fait que la barrière entre la réalité et la fiction est très floue. Et que c'est une succession d'horreurs en fait, grosso modo, sans vraiment de sens. On a Cannibal Holocaust, on a plein de films de genre en fait. On a tous les films en fait de bis italiens grosso modo aussi qui sont passés par là. Et la justice anglaise a décidé quand même de s'en emparer et c'est là qu'il y a eu les vidéo nasties où énormément de films et de réalisateurs sont passés devant la justice anglaise pour répondre à leurs propos et d'éditeurs aussi. Certains ont été bannis d'Angleterre, ont été interdits à la vente ou à la diffusion quoi qu'il arrive. Et tu pouvais vraiment... Orange Mécanique. Non, Orange Mécanique c'est une autre histoire en fait. Ah pardon. Orange Mécanique c'est Kubrick qui a demandé à ce que le film soit plus diffusé en Angleterre. Ok, d'accord. Mais grosso modo c'était ça l'idée et tu pouvais aller en prison hein, si tu possédais ces VHS là. Il y a des gens qui ont été en prison à cause de ça. Wow.
Donc c'est du sérieux. D'autres films qui ont juste été censurés pour ressortir en vidéo officiellement. Donc il faut savoir par exemple que la première VHS de Tom Baker de Doctor Who qui est sortie, et c'était avant BBFC. Donc il n'y a pas de classification pour Revenge of the Cybermen, la toute première VHS. Ah ouais. Qui est un omnibus en plus, qui n'est même pas la version épisodique. Il n'y a pas le petit triangle avec marqué. Il n'y a pas du tout. Ouais, c'est ça. Et après elle est ressortie avec la classification d'ailleurs. D'accord. Et depuis 2003, en fait, les 3/4 des films, maintenant, ils sont plus censurés. Ils sont tous sortis en version quasiment uncut. Mais il faut savoir qu'actuellement, au cinéma, il y a toujours une espèce de petite censure. Donc, ce qui fait que les films super violents, en général, sont toujours un peu trimés, enfin coupés. Et, c'était le cas chez nous aussi. Hein. Tu te souviens ouais. qu'on avait été voir Le secret de la pyramide, donc bande d'époque. Ouais, mais je pense que ça, c'était l'usure. C'était quand même très bizarre que ce soit pile les moments où il y avait les meurtres les plus sanglants qu'il y ait une coupure. Hein. On l'a en Blu-ray, faudrait vérifier. Ah, moi je suis sûre, je suis certaine qu'il manquait les moments avec les morts frontales en fait. Les moments un peu plus sanglants. Après oui, il a été très usé et il y avait certainement des morceaux qui manquaient pour ça aussi. Ouais. Mais... Et donc résultat, en fait, même encore à l'heure actuelle, en fait, les films quand ils sortent en version uncut en Angleterre, en fait, c'est pas vraiment la version uncut, c'est juste que pour les Anglais, c'est un peu plus sanglant que ce que nous on a. Enfin, c'est la version normale pour nous en fait. Ok, oui. C'est ça. C'est toujours un argument marketing pour beaucoup de films d'horreur. D'accord. Mais souvent, c'était 2-3 minutes en moins sur la totalité du film parce que c'était les moments les plus sanglants qui étaient coupés. Et donc, cette histoire fait un peu référence aussi à ça parce qu'elle est sortie pile poil dans ce moment-là. Et elle était qualifiée avec Attack of the Cybermen comme étant l'une des histoires les plus violentes de la série. Oui, et honnêtement, je peux comprendre que les fans à l'époque, habitués à leur petit Doctor Who quotidien, voient débarquer Colin Baker avec ces histoires-là et le caractère qu'on a donné au 6e Docteur et qui détestent ça franchement. Honnêtement, je comprends. Je comprends les réactions à l'époque. Ouais, parce que c'est bizarre. C'est très bizarre, c'est pas du tout dans l'ambiance de Doctor Who habituelle. Le Docteur est totalement out of character. Oui. Il y a des moments, oui. Et puis surtout, il y a je trouve, quand tu regardes les 2 épisodes, il y a un changement de ton. Parce que, à mon avis, ils ont retiré tout le côté humoristique du premier épisode. Et dans le 2e épisode, tu te retrouves avec des éléments humoristiques, notamment quand ils sont dans cette espèce de labyrinthe où il y a des trucs d'hallucination, il y a des cannibales. Oui. Il y a des cannibales. Tout va bien. Ouais. Deux vieux en slip. Deux vieux en slip, oui. C'est vrai. J'avais oublié les vieux en slip. Il y a une mouche géante, il y a un peu de tout. Et la mouche géante, elle est drôle. Hein. Il y a un côté humoristique qui est très bizarre en fait. Et surtout, il y a un des passages qui est considéré comme étant l'un des plus violents, puisque c'est le docteur qui est considéré comme mort et qui est prêt à être balancé dans un lac d'acide, enfin dans un bassin d'acide. Oui, parce qu'à un moment donné, on voit pas un des cadavres ressortir du lac d'acide. Si. Bah, tu vois, justement, en fait, ces deux geôliers sont prêts à le balancer. Lui se réveille, il y en a un qui tombe accidentellement dedans. Ouais. Et pendant que le docteur est en train de se battre avec l'autre en utilisant une civière pour se protéger, celui qui est dans le lac attrape le gars, l'autre garde, pensant soudainement que c'était le docteur, pour l'amener dans le bain d'acide. Ouais. Et pour beaucoup de gens, en fait, beaucoup de gens à l'époque, ils trouvaient improbable que le docteur balance quelqu'un dans un bassin d'acide. Oui. Parce que c'est vrai que la manière dont c'est tourné, c'est flou. Tu sais pas si c'est lui qui le balance ou s'il tombe accidentellement. C'est pas clair, quoi. Ouais. Alors que c'est vraiment le gars qui le tire. Ouais, sur le Blu-ray, en fait, c'est, à mon avis, plus facilement visible qu'à l'époque à la télévision. Bah, tu le voyais une fois, tu pouvais pas le revoir. De toute façon, il n'y avait pas de rediffusion. Donc, si tu avais eu le malheur de cligner les yeux, tu faisais pas gaffe. Tu te disais, mais il l'a balancé. Ouais. Donc, c'est vraiment une des scènes les plus violentes de cette histoire. Ce qui est un peu le cas, parce que c'est vrai que en fait, dans cette histoire, c'est vraiment une histoire sur la violence. Ah oui, la violence gratuite. Quoi. Et d'ailleurs, mais c'est assumé, hein, c'est assumé, dans les moments de torture des prisonniers, c'est vraiment assumé que les gens prennent plaisir à regarder la violence. Et techniquement, c'est supposé dénoncer ça. Mais ça passe un peu à côté du truc, je trouve. Enfin bon. Colin Baker a par contre dit que c'est l'une de ses histoires préférées. Parce que ça contient son cliffhanger préféré.
Ah oui, oui, effectivement. À la limite, c'est ce qui te fait regarder le deuxième épisode, même si tu t'es fait chier, tu vois. Ouais, parce en fait, il y a vraiment ce côté un peu méta tu regardes des gens qui regardent la télé, qui regardent les événements se passer. Oui, cet élément est intéressant, mais le problème, c'est qu'il est noyé dans le reste, en Oui, fait. c'est ça. Et la réalisation est pas extra, en fait. Il y a plein de bonnes idées, avec une réalisation très poussive, et jamais mis au fond du truc, tu vois. Ouais, Ça va jamais jusqu'au bout de son délire. c'est ça. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur Vengeance on Varos. Est-ce qu'on t'a aimé? Moyennement. Je crois que c'est vraiment de la saison 22 l'une des histoires que je vais regarder la version longue parce que j'ai toujours pas regardé la version longue qui est présente dans le coffret Blu-ray. Mais je pense qu'elle améliore un peu l'histoire en fait. Ouais, mais je la reverrai pas à la... Non, toi, à la longue, je pense que c'est une histoire que tu vas jamais vraiment revoir. Ouais, peut-être quand on reverra tout Doctor Who avec bébé, mais sinon... Oui, c'est ça, la seule. C'est vraiment à ce moment. Alors, oui, apparemment, en 2003, l'histoire a été rediffusée Hmm. aux États-Unis. C'est celle-là qui a été prise pour représenter la période de Colin Baker. Genre, bah, Vengeance on Varos, quoi. pourquoi? Je pense qu'il y avait The Two Doctors, je sais pas, enfin, il y avait mieux, quoi. Même l'épisode de Harani, je trouve qu'il est excellent. Enfin, Oui, j'aime beaucoup plus Mark ouais, O'Donnell. il est vraiment très bon cet Ouais. épisode. On en parlera dans 2 semaines d'ailleurs. Mais voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Vengeance on Varos, toi aussi. Ouais. Y a pas j'ai les dossiers de production, mais j'avoue que j'ai pas creusé. Pas l'histoire la plus intéressante pour parler de date de diffusion. Enfin voilà. Rendez-vous la semaine. Non, dans 2 semaines, Oui. comme on fait, hein, on est bien parti. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'on fera dans le portrait de la semaine. Ce sera peut-être toi qui vas t'en occuper d'ailleurs cette fois-ci. Elle me regarde d'un air. Quoi? Mais en tout cas, on parlera donc d'un sujet de la semaine, de news, hein, bien sûr. Et on parlera donc de The Mark of the Rani, l'histoire suivante. Et la première apparition de la Rani. Et on sera beaucoup plus positif, je pense. Je pense aussi. Bref, Vavoom. Vavoom!